Comprendre les enjeux, anticiper les risques, protéger l'avenir, éclairer votre quotidien. Répondre à vos doutes et bâtir ensemble une Afrique plus forte. De la recherche en laboratoire au cœur de nos foyers. Bienvenue dans votre émission Vie et Santé avec le professeur Idir Bitam sur les ondes d'Ifriqiya FM. Bonjour, donc avec vous, professeur Idir Bitam, spécialiste maladies transmissibles, pathologies tropicales émergentes. Donc on a notre émission Vie et Santé. On a l'honneur et le plaisir de recevoir notre ami Dr Abdelnour Aït Saïd, qui est président de la Société algérienne de biologistes de santé publique. Il est aussi coordinateur des biologistes EPSP Zeralda, en même temps chef de service de laboratoire central, l'hôpital Zeralda. Donc aujourd'hui, on va parler sur une thématique un peu particulière. Ça tombe très bien avec le jeûne du Ramadan pour la majorité des pays africains, sur les maladies métaboliques. Effectivement, les maladies métaboliques, c'est une affection qui est souvent génétique et rare, qui est résultant d'un dysfonctionnement enzymatique, entravant la transformation des nutriments, ce qui provoque l'accumulation des substances toxiques ou carences. Le syndrome métabolique qui est le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité est en hausse. Ça ne s'arrête pas d'augmenter. Les traitements, en incluant les régimes stricts, des médicaments et des fois même des transplantations. Docteur Aït Saïd, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours avec un plaisir, professeur Bitam, de répondre à votre invitation. D'abord, je vous remercie pour cela. Et le thème tellement, il est très intéressant. Mais je ne pouvais pas reporter par rapport à cette émission. Bon, je salue les auditeurs de la chaîne Ifriqiya, à laquelle je lui souhaite longue vie, Inch'Allah, et un auditorium encore plus large. Parce que sachez une chose, que l'Afrique, il y a le côté francophone, arabophone et anglophone. Oui. Donc, si vous permettez que je vais parler de ces maladies métaboliques, bon, quand on parle des maladies métaboliques, d'une manière générale, ce sont des maladies qui sont liées à un dérèglement de fonctionnement de l'organisme. Bon, et cela se répercute, si vous voulez, sur la gestion du glucose, du sucre d'une manière générale, et des graisses et de l'énergie. Ça, d'un côté. Donc, les principales maladies métaboliques, comme vous le savez, il s'agit bien du diabète, soit du type 1 ou type 2. Vous avez l'obésité, c'est les conséquences justement de tout cela, du dysfonctionnement, et les dyslipidémies, et surtout, ce qui est pratiquement à la mode, c'est les syndromes métaboliques où il y a association de plusieurs facteurs de risque, tels que l'HTA, tels que la glycémie, et qui entraînent bien sûr l'excès pondéral. Donc, les maladies métaboliques, c'est pratiquement maintenant, il y a des services spécialisés par rapport à cette pathologie. C'était plus à l'époque, c'était les gens d'endocrino, les gens de médecine interne seulement, mais maintenant il y a des services qui sont consacrés spécialement pour ces maladies métaboliques. Donc, sans trop tarder, je dirais que cette période-là, la période du jeûne, Ramadan, met à nu, si vous voulez, le fonctionnement de notre organisme. Le dérèglement est lié, et les malades, là, ils sont pas livrés à eux-mêmes, mais ils sont il y a beaucoup de points d'interrogation. Est-ce qu'ils vont jeûner? Est-ce qu'ils vont pas jeûner? Il y a le côté, il y a le côté spirituel, il y a le côté médical. Donc, dans tout cela, on va discuter un petit peu sur l'ensemble de ces maladies métaboliques qui influent directement sur la vie de la personne et le quotidien de l'être humain. Très bien. On a une des maladies métaboliques qui fait vraiment un ravage à l'échelle mondiale et surtout dans les pays d'Afrique, qui est le diabète. Effectivement, il y a le diabète. Il faut décrire c'est quoi le diabète, quels sont les types de diabète
et quelles sont les tranches les plus touchées, tranches d'âge et le sexe éventuellement? Vous savez, le régime alimentaire, soit au niveau de l'Afrique du Nord, ou bien de l'Afrique du Sahel, ou le subsaharienne, ou le régime alimentaire a complètement changé. C'est-à-dire, avant, les gens s'alimentaient plus ou moins équilibré, mais c'est une alimentation qui est très riche en fibres, très riche en protéines végétales. Et maintenant, le mode de vie a changé avec les gens du moment. La plupart des gens maintenant travaillent, ils n'ont plus le temps de cuisiner et manger rapidement. D'un côté, et trop gras, trop sucré, ce qui entraîne cette pathologie, on la voit maintenant, comment dirais-je, se propager et toucher la population africaine d'une manière générale. Donc, le diabète, comme on sait qu'il y a deux types. Il y a le type 1 qui représente maximum 5 à 10%, mais il y a le type 2. Le type 1, c'est l'auto-immune, si vous voulez. Donc, c'est un petit peu le pancréas qui est touché. Il y a pas pratiquement de sécrétion d'insuline. Donc, la plupart de ces malades, ils doivent prendre de l'insuline à vie. Par contre, le type 2, qui représente pratiquement 90% de la population diabétique, ça déjà chez nous en Algérie, on n'a pas des statistiques exactes, mais on est pratiquement à 5 millions de diabétiques ou de prédiabète. Donc, et cela est dû au manque d'exercice, à l'assiette qui n'est pas équilibrée, et le patrimoine génétique. Le patrimoine génétique joue c'est un facteur très, très important où on ne doit pas le négliger. Et bien sûr, en dehors de ces deux facteurs principaux et le côté génétique, il y a l'aspect psychologique. Parce que sachez une chose, que le stress entraîne soit la boulimie, soit l'anorexie. La boulimie, que la personne au quotidien va se mettre, la porte du frigo n'arrête pas de s'ouvrir et de se refermer, les placards, là on met des petits chocolats, les biscuits, tout ce qui est produit de transformation est très riche en glucides et surtout les sucres rapides. Ça entraîne à la longue, avec le stress, associé au stress, à la longue, ça entraîne un surpoids. En plus de l'inactivité, c'est-à-dire le manque d'activité, l'excès pondéral. Et les conséquences de cet excès pondéral, vous le savez très bien, les maladies cardiovasculaires, les AVC, même des rétinopathies et même une atteinte rénale. Quand il y a un déséquilibre métabolique, c'est tout un système. Parce que on va pas dire que la glycolyse se fait à part, c'est-à-dire la dégradation du glucose se fait à part, la dégradation des lipides à part et la dégradation des protéines à part. Tout se fait en même temps. Donc, l'être humain, c'est une grosse machine qui est régulée, bien sûr, par le système nerveux central et surtout les glandes, surtout les glandes surrénales et la thyroïde. C'est qui régule un petit peu tous ces métabolismes et tous ces... Voilà. Très bien. En tout cas, la deuxième, c'est-à-dire affection par rapport aux maladies métaboliques, donc vous l'avez frôlé. L'obésité. C'était l'obésité, effectivement. C'est un vrai problème, effectivement, qu'on retrouve. C'est un problème de santé publique. Je suis entièrement d'accord avec vous, professeur Betham. Justement, la malbouffe entraîne automatiquement, avec un manque d'exercice. D'ailleurs, les recommandations de l'OMS, c'est manger, bouger, 5 fruits, 5 légumes au quotidien. Et comme vous savez que le pouvoir d'achat dans nos pays, d'une manière générale africains, il n'est pas vraiment au top. Donc, pour réguler tout cela, vraiment, il y a une gymnastique. Mais il faut de la sensibilisation. D'ailleurs, le rôle de cette émission, je pense, c'est pour attirer l'attention du grand public et principalement des femmes au foyer, celles qui concoctent les plats
principalement le mois de carême, parce que sachez une chose, que il y a des musulmans à Dakar, au Sénégal, à Libreville, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, donc au Mali, au Niger, l'Algérie, le Maghreb d'une manière générale. Donc la femme au foyer ou la maman, celle qui concocte les plats cuisinés lors de cette période principalement, c'est d'éviter de cuisiner trop gras et surtout trop sucré. Parce que sachez une chose, que le sucre rapide, ils sont rapidement absorbés par l'abdomen, par les intestins, et ça va directement en stockage au niveau du foie, et ça, le foie n'arrive plus à stocker d'une manière et réguler toute cette énergie importante qui est générée par ce glucose rapide. Donc il faut qu'on sache que 1 gramme de glucides, pratiquement c'est 4 calories, 1 gramme de lipides, c'est pratiquement 9 kilocalories. Bon, pour les protéines, c'est 4 à 5 kilocalories, mais d'une manière générale, puisque l'alimentation actuellement est basée principalement sur du sucre rapide et des lipides, surtout les fritures pour la cuisine rapide. Et ça, c'est qui entraîne à la longue un dysfonctionnement du foie qui est la douane du corps humain. Exactement. Et qui régule, si vous voulez, tous les nutriments, c'est-à-dire de base à l'échelle moléculaire, c'est comme ça. Donc, et cela, les dépôts de graisse au niveau des vaisseaux, je ne vous fais pas dire, ça entraîne des accidents vasculaires, et même le système de santé, et il est mis en branle quand il s'agit de ces pathologies qui sont lourdes pour la famille et pour le système de santé de nos pays, que ce soit même africains, ou ces maladies-là, c'était des maladies nord-américaines, des maladies européennes. Maintenant, même en Afrique, on assiste à beaucoup de ces pathologies au niveau des pavillons des urgences de nos structures de santé, qui est surtout dans ce mois-ci où les diabétiques observent le jeûne d'un côté, et de l'autre côté, la table elle est tellement variée et très riche en acides gras saturés, insaturés, des glucides surtout, les gâteaux, absolument. Oui. Et tout cela entraîne des déséquilibres au niveau de l'organisme, et ça peut arriver même à des cas de comateux, et croyez-moi que leur prise en charge n'est pas simple, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Le laboratoire doit confirmer rapidement le diagnostic, et puis la prise en charge par un interniste ou voire un cardiologue, même un neurochirurgien, quand il s'agit des accidents vasculaires. Exactement, merci beaucoup. Effectivement, c'est un vrai problème de santé publique. La question que je voulais poser, mais vous avez répondu indirectement, c'est que pourquoi spécialement dans le mois de jeûne où on peut détecter, où on détecte souvent le diabète? Oui, vous savez, parce qu'il y a les malaises, il y a les pré-comas où les gens ils sont évacués. Pourquoi? Parce que la plupart des gens observent un jeûne le minimum de 12 heures. Donc il y a un déséquilibre. Sachez une chose, qu'on est régulé par la cortisone, et la cortisone, bon, on ne peut la doser qu'à 8 heures du matin ou bien à minuit. Donc là, il y a des difficultés pour les laboratoires afin de déterminer facilement les pathologies qui sont liées à ça. Pendant le mois de jeûne, c'est-à-dire il y a le manque de sommeil, donc le cerveau ne se repose pas correctement d'un côté. De l'autre côté, la personne qui est en hypoglycémie pratiquement toute la journée, donc elle ne peut pas effectuer d'efforts physiques. Et troisièmement, ça entraîne des états psychologiques et de nervosité, et ça dérègle un petit peu, si vous voulez, notre métabolisme. Donc pendant le mois de jeûne, beaucoup de patients n'observent pas correctement leur traitement. Donc, quand un malade, on dit on va inverser pendant le mois de carême la prise des médicaments. Là, c'est pas possible. Je suis désolé de le dire. Oui. En étant biologiste, le corps humain, il est réglé. Donc, l'horloge biologique, on doit la respecter. Donc, les prises de médicaments pendant 11 mois, oui. Il se fait à 8 heures, à midi et le soir.
la personne elle est plus ou moins équilibrée sur le plan du diabète, sur le plan de l'hypertension artérielle, sur le plan d'insuffisance rénale. Oui. Mais de l'autre côté, dès qu'on inverse, croyez-moi que le corps, pour se réadapter aux nouvelles horaires, aux nouvelles prises, c'est pas évident. Et à partir de cette émission, je lance un appel à tous les malades, soit les hypertendus, soit les insuffisances rénaux, soit même s'ils sont équilibrés. D'ailleurs, les recommandations de notre tutelle, c'est d'accompagner ces patients. On va les accompagner, d'accord. On ne va pas leur interdire de ne pas jeûner. Mais sachez une chose, les répercussions au niveau des pavillons des urgences, on le constate déjà lors des premiers jours du jeûne. On remarque le flux de ces patients, des diabétiques qui sont déséquilibrés, des hypertendus où les chiffres tensionnels augmentent d'une manière significative et même des répercussions cardiaques. Alors là, chez les insuffisances rénaux, c'est encore pire. Donc, je pense que quelqu'un qui a un rythme de vie bien déterminé ou les prises de médicaments bien déterminées, il faut qu'il y ait un suivi rigoureux de leur pathologie chez leur praticien attitré. Exactement, mais le problème qui se pose des fois, c'est le médecin traitant qui autorise le jeûne. Il autorise le jeûne, mais il doit assumer quelque part, il doit suivre son malade comme il se doit. Parce que j'ai vu même certains toubibs demander une photo de l'assiette de leur patient. Donc, sachez une chose, que suivre un malade à titre ambulatoire, c'est pas comme un malade qui est hospitalisé. Donc, donc le malade, il y a des tentations parce qu'il faut voir nos tables bien garnies, surtout en ce mois-ci. Donc, et toute la famille c'est-à-dire l'ambiance familiale. Bon, les gens, je dirais pas qu'ils trichent, mais ils sont tentés de toucher aux entremets, de toucher à ces plats variés. Et ça peut entraîner inéluctablement des écarts. Et c'est ce qui entraîne des hyperglycémies ou des fois des hypoglycémies, des hypertensions, des hypotensions. Et ça, croyez-moi que ça devient des pathologies d'urgence à prendre en charge et le moment n'est pas propice parce que le flux au niveau des urgences il est très 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 important. Donc l'idéal que la personne qui est bien équilibrée, c'est d'éviter au maximum le jeûne. C'est rare de trouver des diabètes équilibrés, des diabétiques. C'est ce qui fait peur, c'est ça le problème. Oui, parce que ils n'obéissent pas au régime. Ce que j'ai dit, que quelqu'un qui est diabétique, pour l'équilibrer à 100%, ça serait faux. C'est-à-dire, on est là pour équilibrer ce patient au maximum, avoir des chiffres objectifs par rapport à leur glyquée, par rapport à la glycémie à jeun, par rapport à la fonction rénale, par rapport à la fonction hépatique. Donc, tous ces bilans sont faits bien avant le jeûne et après le jeûne. Mais c'est pas des surprises, mais juste après le jeûne, quand on va faire le bilan de ce patient-là, on va trouver qu'il est complètement déséquilibré. Parce que sachez une chose, j'ai dit que l'horloge biologique doit être respectée. Et ces molécules que la personne avale au quotidien, c'est pas anodin. C'est des molécules qui interviennent un peu partout, au niveau du rein, au niveau du foie et au niveau du pancréas. Donc, c'est-à-dire la prise en charge de ces patients-là, c'est pour retarder au maximum l'insuffisance rénale, retarder au maximum les pathologies qui font suite à ce diabète surtout. Très bien. Pratiquement. Donc on a parlé du diabète, on a parlé effectivement de l'obésité. Parce qu'on aussi, a parlé de ça par rapport à l'assiette, par rapport à l'activité physique. Et surtout, parce que moi j'ai toujours dit que la prise du poids ou la perte du poids est synonyme de 4 facteurs. Il y a, c'est vrai, l'apport nutritif, c'est l'assiette et c'est ce qui s'ensuit. D'un côté, de l'activité physique régulière et avec une intensité correcte, c'est-à-dire c'est pas en déambulant
l'urée de douche mourade qu'on va dire que nous avons dépensé de l'énergie. Non, il faut une activité régulière de minimum de 30 à 45 minutes d'une marche soutenue par rapport quand on parle d'activité physique. Il y a le patrimoine génétique, là on n'y peut rien, c'est-à-dire on a hérité de nos parents, de nos aïeux, certaines pathologies, là on n'y peut rien. Il y a l'état psychologique. L'état psychologique joue un très grand rôle du moment que ça peut entraîner soit l'anorexie, soit la boulimie. Donc la prise et la perte du poids est synonyme de ces 4 facteurs-là, jusqu'à preuve du contraire. Mais sinon, en dehors de la prise du poids, il y a le côté psychologique et l'activité surtout professionnelle. Le stress, un bureaucrate ou bien un administrateur et quelqu'un qui travaille sur chantier, le corps est soumis à un effort physique plus intense que l'autre, et l'effort intellectuel, c'est vrai que le cerveau consomme énormément de glucose, mais certaines parties du corps emmagasinent malheureusement. Effectivement, donc on a parlé de différentes conséquences par rapport au diabète, notamment. On n'a pas parlé de la dyslipidémie. Il ne faut pas oublier que ça fait partie des maladies métaboliques. Donc, pour les dyslipidémies, vous savez que chez nous, au quotidien, au niveau de nos structures de santé, surtout au niveau de nos laboratoires, les bilans de routine maintenant, c'est devenu une monnaie courante où tous les bilans, on parle du cholestérol total, on parle de l'HDL, du LDL, du mauvais et du bon cholestérol, ce qu'on dit. Ouais. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol, pour ce que je sache. Tout est important pour l'organisme. Et il y a les triglycérides. Et les triglycérides, quand elles sont élevées, à un moment ou à un autre, on va développer un diabète. Et bien sûr. La mahala. C'est pour ça qu'il faut toujours cerner ces 2 paramètres biologiques qui influent directement sur les autres facteurs. Très bien. Donc, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les conséquences. Donc, les conséquences, effectivement, il y a le régime, c'est-à-dire ce qu'il faut comme conséquences du diabète, surtout les complications du diabète. Donc, je vais citer que le plus important. Donc, ça a été cité au début. Donc, il faut un régime strict. Donc, déjà, le régime strict, c'est pas évident de le suivre. Surtout lorsqu'on vient de découvrir, la personne a l'habitude de manger beaucoup de sucre, beaucoup de gras, beaucoup de... Et subitement, il y a l'addiction. Oui, c'est une addiction. Au sucre. Ouais. C'est une addiction. Et en plus de ça, en plus de l'addiction, les gens, le fait qu'ils se retrouvent au quotidien avec les publicités, et ça, c'est qui entraîne une consommation excessive de ces produits. Et surtout, maintenant, chez les jeunes, on parle beaucoup de boissons énergisantes. Et ces boissons énergisantes, croyez-moi, c'est des produits de transformation qu'à la longue, il y a un petit recul chez les Américains où on parle de cancérigènes. Bon, chez nous, c'est un petit peu à la mode. Et c'est très très dangereux, où les associations, les médecins traitants, les médecins de famille, les établissements de proximité doivent jouer le jeu et d'informer ces jeunes-là, surtout l'école, on ne doit pas négliger l'école, oui, qui doit jouer un rôle très important. Les mosquées. Par rapport, et la mosquée aussi. Toujours utiliser l'espace public pour sensibiliser, malgré qu'on utilise, qu'on organise des journées de formation, de sensibilisation au niveau des places publiques, mais ça, c'est pas suffisant. Moi, j'opterais, par exemple, pour des journées de sensibilisation, famille et enfants en classe directement. C'est-à-dire, en fin de compte, la maman ou le papa doit savoir acheter des chips ou ce qui s'ensuit, des barres chocolatées énergisantes pour leurs enfants, pour la prise de leur goûter. Ça, automatiquement, est en train d'éduquer un enfant au sucre. Et le sucre, la mahala, la personne va développer une addiction où la consommation, elle est là. Et puis, avec les spots publicitaires un peu partout, on entraîne automatiquement de mauvaises habitudes à ces personnes-là.
aux futurs citoyens, surtout l'écolier. Justement, il y a les réseaux sociaux, il y a les publicités qui proposent des produits hyper sucrés, des produits carnés, en base de transformation. Donc, et ça, on sait très bien, on a un recul par rapport à cela. La plupart, c'est des produits cancérigènes. Donc, quand vous savez, vous avez vu les taux de cancer, vous n'avez qu'à voir au niveau des services d'oncologie, ils sont débordés et nous, on doit axer notre travail sur la prévention. Prévenir. Exactement. C'est ça le but de notre émission aussi. Donc, parmi les conséquences ici, on a aussi des conséquences médicamenteuses parce qu'en fait, lorsqu'on donne des médicaments pour un diabétique, même pour l'obésité, ces médicaments seront métabolisés, donc ils seront absorbés. Et ça peut provoquer d'autres maladies, surtout lorsqu'il s'agit des médicaments à vie. Oui, justement, c'est-à-dire quand il s'agit de la chronicité d'une pathologie, c'est à vie. Donc, le rein quand il y a élimination rénale, c'est le rein qui est sollicité. Quand c'est le foie qui est élimination hépatique, c'est le foie qui est concerné. Et tous ces organes-là, c'est des organes nobles. Et arriver à un certain... C'est pour ça, je vous ai dit que maintenant, la plupart des molécules qui sont sur le marché pharmaceutique, c'est pour retarder au maximum les répercussions de ces pathologies. Quand on parle de neuropathie, des rétinopathies, des maladies cardiovasculaires, des AVC et des atteintes rénales, c'est pour cela le médecin de famille ou le médecin traitant doit à tout prix privilégier des doses minimales au départ et aller crescendo pour la prise en charge de ces patients-là. Donc, j'ai dit que l'absorption des molécules d'une manière générale, quelle qu'elle soit, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc, il faut faire très attention. Et à partir de votre émission, là, on est en train de sensibiliser un tant soit peu le citoyen africain afin de revenir, si vous voulez, à l'ancienne tradition, à l'ancienne cuisine traditionnelle qui est très riche en fibres, très riche en protéines végétales, bien sûr, et moins de sucre et moins de gras. Exactement. Donc là, on va en parler vers la fin. Effectivement, mais il y a des cas, malheureusement, qui nécessitent des transplantations, surtout transplantation du foie. Parce qu'en fait, parmi les conséquences, on a ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Donc on a le gras qui s'installe au niveau du foie et c'est malheureusement qui va inhiber l'activité principale du foie, qui est de filtrer et de produire aussi du glucose lorsqu'il y a une hypoglycémie, pardon. Et voilà, est-ce qu'on peut parler de ça par rapport je ne saurais vous répondre à 100% par rapport à la prise en charge, surtout en termes de transplantation. Donc, en oncologie, on en parle souvent. Mais quand il s'agit d'un problème métabolique, dans les pays vraiment développés, ils parlent de ça. Mais chez nous, ce n'est pas encore le cas à 100%, sauf quand il y a un dysfonctionnement total. Un hépato va vous répondre mieux que moi. Moi, en étant biologiste, je me contenterai de dire que à l'heure actuelle et selon mes informations que j'ai par rapport à notre système de santé, il n'est pas encore question de transplanter chez nous. On transplante surtout au niveau de l'oncologie et pour une autre pathologie que je ne saurais vous... Très bien. Voilà. C'est pour ça qu'on parle parfois de transplantation. Donc c'est assez mais l'insuffisance rénale, mais pour l'insuffisance rénale, oui. L'insuffisance rénale, parce que ces médicaments, ces prises de médicamenteuses excessives entraînent automatiquement à la longue et avec le temps l'insuffisance rénale. Oui, la personne est inscrite dans un registre national pour recevoir un rein d'un donneur bien sûr compatible. Mais c'est tellement lourd. On aimerait bien, parce que sachez une chose, qu'à l'indépendance, l'espérance de vie ne dépassait pas, dans la plupart des pays africains, ne dépassait pas la quarantaine. Maintenant, la moyenne chez nous,
principalement, on est à 78 ans pour l'homme et 79 ans chez la femme. C'est très important de dire que notre population va être vieillissante et d'ici 20 ans, on doit gérer la gériatrie d'une manière générale. Exactement. Là, c'est une spécialité qui est en vogue. Hein. Ça commence à s'installer un peu partout dans tous les hôpitaux. Ça, c'est une excellente chose pour la prise en charge des vieux. D'ailleurs, on peut faire même une émission spéciale par rapport à la gériatrie. C'est important. On va aborder une autre pathologie qui est l'hypertension artérielle. Donc, c'est un vrai problème. Avant, on parlait de maladies de vieillesse. Maintenant, on a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes. Peut-être c'est aussi lié... Moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Oui. Et c'est peut-être lié à la consommation des boissons énergisantes aussi. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui influencent par rapport à l'hypertension artérielle. Si vous avez remarqué, la population, la plupart des mamans enceintes, leur consommation est basée sur quelque chose de sucré et quelque chose de gras. D'un côté, là, on va avoir un gros bébé, comme on dit. Donc, déjà, le corps, il s'est adapté, ce corps-là, ce jeune corps, qui va devenir demain l'adolescent et l'adulte de demain. Donc, c'est systématique. La personne qui naît avec un poids excessif, 4-5 kilos, donc automatiquement, cet enfant-là, s'il n'est pas pris en charge correctement dès la naissance, à la maternelle, en passant par le primaire et le collège, surtout à l'adolescence, ce citoyen, automatiquement, il va développer l'hypertension. L'hypertension, comme vous le savez, il y aura une rétention d'eau et rétention de sel. Et l'excès de sel, parce que les produits de transformation, c'est pratiquement du sodium, du potassium en grande quantité pour une meilleure conservation si vous voulez. Et ces produits-là entraînent automatiquement une rétention d'eau. Et la rétention d'eau, plus les excès de graisse, des lipides, ces lipides-là vont constituer des dépôts d'athérome au niveau des vaisseaux. Et ces athéromes, dès qu'il y a, un étranglement au niveau des vaisseaux qui peut entraîner justement des accidents vasculaires cérébraux. Donc, s'il y a une alimentation équilibrée de l'enfant qui est alité au sein, pendant sa première année, par la suite une alimentation équilibrée avec des soupes de légumes et des fruits qui n'ont pas un indice glycémique trop élevé, ça j'insiste sur cela. Par la suite, arrivé à la crise d'adolescence, vous savez que l'enfant, sur le plan psychologique, il y a une frustration qui peut entraîner automatiquement une boulimie. Et cette boulimie-là, automatiquement, il y aura une répercussion sur le stockage de tous ces nutriments sous forme de graisse, au niveau surtout des parties, au niveau de l'abdomen et le foie, comme vous venez de le dire. Et cela empêche le foie de travailler comme il se doit, c'est-à-dire de métabolisme et de réguler ces métabolismes nécessaires pour le fonctionnement du corps humain. Et tout cela, ajouté à une inactivité physique, entraîne, ces répercussions-là entraînent une hypertension artérielle, des chiffres tensionnels, d'ailleurs qui sont revus à la hausse par l'OMS, c'est-à-dire on arrive maintenant à dire que de 13 à 13 la maximale et 8 la minimale est un risque. Donc, des chiffres tensionnels élevés de 15, voire de 16 chez un jeune enfant de 20 ans, si on revient en arrière de 20 ans, avec un recul, on n'avait pas ça. Mais maintenant, c'est quelque chose de réel et palpable. Donc, quand on fait des journées de sensibilisation et de dépistage, on découvre malheureusement des jeunes adultes qui ont des chiffres tensionnels
qu'on doit prendre en charge rapidement afin d'éviter des répercussions cardiovasculaires et des accidents vasculaires et qui peuvent entraîner même des atteintes rénales. Donc l'hypertension, c'est pas anodin. Et actuellement, on n'a pas les chiffres exacts par rapport à cette pathologie au niveau de notre pays et moins au niveau de l'Afrique. Donc, il faut des enquêtes très approfondies et à grande échelle pour savoir avoir une idée sur l'incidence de cette pathologie. Justement, pour avoir cette idée ou pour faire ce qu'on appelle le dépistage ou le diagnostic, qu'est-ce que vous faites au niveau du laboratoire? Au niveau du laboratoire, c'est nous, si vous voulez, on subit ou on attend que le praticien nous envoie ces patients-là. C'est-à-dire, nous, quand il s'agit d'une campagne nationale ou bien régionale ou bien locale, on fait ces bilans-là de routine afin et on cible, c'est un échantillon aléatoire, hein. On ne cible pas une population bien précise. On prend l'ensemble des personnes qui se présentent chez nous. Et à partir de là, à notre étonnement, quand on le décompte et on voit le pourcentage des gens qui sont atteints, qui ont un bilan lipidique déséquilibré, ça atteint des fois 35 et 40% de la population qui a été dépistée. Et ça, c'est énorme. C'est énorme, bien sûr. C'est énorme. Et parce que d'un côté, il y a le tabagisme qui influe négativement sur sur le cœur principalement. Donc, si vous avez remarqué, en post-Covid, moi je dirais en post-Covid, puisqu'il y a des atteintes des artères, et atteintes des vaisseaux, il y a beaucoup de morts subites. Des thromboses. On a beaucoup de morts subites, mais il n'y a pas que. C'est-à-dire, ce sont les conséquences à la mauvaise alimentation. Je dis que l'assiette n'est pas bien équilibrée, et l'activité physique, et surtout la sédentarité qui est due aux écrans bleus, aux écrans bleus. Ouais. Donc ça influe négativement sur. On en discutera vers la fin par rapport à la prévention, le truc. Mais par rapport au diagnostic, pour les 3 pathologies principaux, donc on a parlé du diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle. Et même l'insuffisance rénale. On a même la thyroïde aussi maintenant qui ont recrudescent, surtout pour toutes les personnes, c'est pas que la femme. Oui, parce que sachez une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'aliments de transformation, de produits alimentaires qui sont en vente libre, comme on dit, et qui influent négativement sur la thyroïde. Et cela, ça va prendre beaucoup de temps afin de connaître quels sont exactement ces conservateurs, ces additifs alimentaires qui influent négativement sur la thyroïde, sur le plan endocrino. C'est elle qui régule, si vous voulez, tous les métabolismes. Bien sûr. Donc, maintenant, c'est devenu systématique dans les bilans de routine. On demande la TSH, voire une fois la TSH perturbée, on demandera la T3 et la T4. Et voilà. Par contre, qu'est-ce que vous conseillez par rapport... on va continuer par le diagnostic d'abord. Donc, quels sont les différents types de diagnostics qu'on utilise pour les 3 ou 4 pathologies? Donc, Donc, le bilan de routine, bien sûr, en dehors de la formule et de la VS, parce que le syndrome inflammatoire, il est là. Donc, il y a la CRP, il y a le bilan lipidique complet, c'est-à-dire les triglycérides, cholestérol, HDL et LDL. Il y a le bilan hépatique, la SAT, la LAT, la GOT, c'est la GPT, plus la phosphatase alcaline, ça, et surtout l'urée créate, surtout la créatinine. C'est pour voir la créatinine sanguine, c'est pour voir le fonctionnement et le débit de filtration du rein. Ça, c'est un des facteurs importants dans le suivi et les répercussions de la fonction rénale par rapport à ces pathologies, surtout l'hypertension artérielle et le diabète aussi. Justement, il y a grande relation, parce qu'on reçoit beaucoup de questions entre les triglycérides et la glycémie. Oui, bien sûr. Si les triglycérides restent élevés pendant un certain temps, automatiquement, il y a des répercussions et la personne va développer un diabète. Ça, c'est très important. Et maintenant, aussi, il y a la consommation excessive et la prescription excessive des corticoïdes. La corticothérapie entraîne
je dirais à chaque fois j'utilise le mot automatique, ça se répercute et ça entraîne le diabète. Même chez la femme enceinte, on parle aussi du diabète gestationnel. Une femme qui développe un diabète et puis juste à la délivrance, la personne revient au taux de glycémie normaux. C'est pas le cas de beaucoup de gens suite à la Covid-19. Beaucoup de gens, ils ont développé le diabète. Beaucoup de personnes ont développé le diabète. Mais moi, je vous ai dit que l'alimentation joue un rôle très, très, très important. Et on n'oublie pas le côté génétique. La génétique, elle est là. Là, on n'y peut rien. Pour le moment, on n'y peut rien. Vous voyez ? Donc, même si la cartographie des gènes maintenant est pratiquement connue, mais toujours est-il, l'apport nutritif doit être rigoureusement, et pour qu'il n'y ait pas de frustration aussi. Parce que priver la personne de ces aliments aussi, c'est pas évident. C'est pour ça il faudrait dès le départ, c'est-à-dire dès les premiers jours de la vie jusqu'à l'adolescence, en passant bien sûr par la petite enfance, on doit éviter à l'enfant de l'habituer au trop sucré, au trop salé et au trop gras. Exactement. Donc vous avez parlé des produits carnés, surtout des produits de conserve, qui malheureusement où il y a des particules qui peuvent provoquer le cancer, l'hypertension, la thyroïde, etc. Qu'est-ce que vous voyez, comment vous voyez la chose, c'est-à-dire par rapport à un pays africain qui importe des produits de l'extérieur, notamment les bonbons, les chocolats, etc. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas créer une structure de contrôle par rapport aux produits importés, les conséquences avant de les distribuer à la population? Je m'explique. C'est pas vers l'avant, c'est pas parce qu'on a eu des cas qu'il faut faire ça, c'est-à-dire en amont, effectivement. Je vais vous dire quelque chose, professeur Bétham. Vous avez bien mis un doigt là où ça fera mal à tous les systèmes ou surtout à tous les ministères du commerce extérieur de tous ces pays en voie de développement. Parce que sachez une chose, qu'il y a des structures phytosanitaires au niveau des ports, des aéroports, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'ils sont dotés des moyens suffisants afin de faire barrage à ces... Non. Donc, un importateur, on doit soumettre un cahier de charge bien précis. Il y a beaucoup de produits, surtout des adjuvants et des colorants, ainsi que certains des produits de conservation, c'est-à-dire pour que le produit transformé soit bien conservé, ils sont interdits dans certains pays de l'autre côté de la Méditerranée. Par contre, chez nous, ils mettent beaucoup de temps afin de les interdire. Et ça, même chez nos producteurs. Soit les producteurs des céréales et dérivés, ou bien tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est... Et principalement, actuellement, on cite par exemple, au mois de juin, on parle du flan. C'est un produit transformé, on utilise beaucoup d'adjuvants, et ça, on lui fait subir un traitement thermique entraîne des transformations. Et ces transformations, même les moyens aussi de conservation. Les moyens de conservation, utiliser les sachets en plastique, même s'ils sont alimentaires, on ne sait pas exactement le conditionnement d'une manière générale. Donc, les pays en voie de développement importent beaucoup de ces produits pratiquement qui sont interdits de l'autre côté. Très bien. Donc, ces produits-là, on a un recul par rapport aux études épidémiologiques effectuées de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, les conséquences, elles sont là. C'est-à-dire, si vous allez dans un service d'oncologie, vous allez vous rendre compte vous-même de la phase exponentielle des nouveaux cas de cancer, soit du cancer du sein, soit le cancer de la gorge et de l'estomac, principalement. Donc, même la qualité du tabac qui est actuellement commercialisé, ce n'est plus du tabac pur. C'est-à-dire il y a beaucoup d'adjuvants, il y a beaucoup de mélanges à l'intérieur que la personne
que dans les années 40, si elle fumait du tabac, c'était du tabac à la pipe et du vrai tabac. Oui. Et actuellement, on se rencontre, bien sûr, il y a la pollution atmosphérique aussi qui joue le jeu, qui joue le mauvais tour à notre vie. Donc, la personne qui respire quotidiennement et qui fume des cigarettes comme ça et qui mange des biscuits et surtout les produits carnés, je dis surtout dans des conditionnés, dans des boîtes, oui. tout cela, et il y a des répercussions. Et c'est à nos épidémiologues de déterminer, si vous voulez, l'impact direct ou indirect de ces produits sur le métabolisme et sur la santé. Mais quand même, point de vue politique et santé, je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme pour créer une structure ou un organisme de contrôle des produits, surtout des produits cancérigènes, des produits où il y a surtout les OGM. Sur ce plan-là, sachez une chose que j'ai dit, qu'il y a des structures où à l'époque elles étaient gérées par des vétérinaires au niveau des ports et d'aéroports, donc surtout concernant l'importation des viandes, l'importation des poissons, des produits laitiers et dérivés. Mais ces structures-là, elles ne sont pas dotées comme il se doit. On a au niveau de l'Institut Pasteur un laboratoire agroalimentaire, mais le laboratoire de l'autre côté, ça c'est sur le plan microbiologique. Oui. Mais les produits cosmétiques et ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les shampoings, là, si vous voulez, le ministère du Commerce se retrouve, si vous voulez, parce que là, il faut des arrêtés interministériels, il faudrait des structures interministérielles où vous allez trouver dans un laboratoire un véto, un biologiste, un microbiologiste, un chimiste, vous voyez, et un pharmacien, afin de... C'est vrai, les produits pharmaceutiques, ils ont un contrôle bien déterminé, ils sont ficelés, donc c'est l'autorisation de la mise sur le marché, c'est vraiment restreint. Mais par contre, concernant certains produits, même des produits d'entretien, certainement, on gagnerait et on va prévenir beaucoup de pathologies grâce à l'installation des laboratoires sophistiqués. Exactement. Avec des moyens humains, surtout la ressource humaine, et les moyens de détection des appareils. De pointe. Pour éviter qu'il y ait... Mais il faut qu'il y ait fluidité, il faut qu'il y ait, c'est rapide et selon les déclarations de la personne, on contrôle plus les quantités, plus ou moins la qualité d'une manière générale, c'est-à-dire extérieure, mais organoleptique. Là, on manque encore. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est une structure qui doit être créée le plus tôt possible pour qu'on puisse... Parce que quand on voit le nombre de cas de cancer, d'hypertension, de thyroïde, de goitre, de diabète, etc., c'est extrêmement élevé, c'est en exponentiel. Et je pense qu'il faut contrôler en amont et voir ce qu'on importe, ce qu'on mange, ce qu'on nous ramène, effectivement. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi effectivement avoir des appareils de pointe au niveau des différents laboratoires. Des équipes pluridisciplinaires. Ouais, c'est sûr. Pluridisciplinaires. Sachez une chose, qu'aux États-Unis d'Amérique, maintenant, on parle de One Health. C'est-à-dire l'environnement, l'ingénieur en environnement, l'ingénieur en en chimie, c'est tout le monde qui contribue à la prise en charge du patient et surtout prévenir toutes ces pathologies. On va passer rapidement. Mais très rapidement au traitement. Donc, quels sont les différents traitements qu'on peut donner aux différents malades? Pas seulement chimiques, pas seulement médicamenteux, c'est-à-dire... Moi, je dirais par rapport d'abord en termes de prévention. Oui. Quand on parle d'un hypertendu, donc tout ce qui est salé, tout ce qui est transformé ou à base de sel, on doit l'éviter. Ça d'un côté. Et la visite médicale régulière et la prise médicamenteuse doit être faite d'une manière régulière. C'est-à-dire respecter les posologies respectives et respecter les horaires. Parce que quand on décale, il y a un décalage. Bien sûr. Ça, oui. D'un côté. Je parle par exemple par rapport à l'hypertension. On doit toujours faire attention par rapport aux conservateurs cachés. C'est-à-dire, surtout, il y a certains produits où il y a du sel caché, il y a du sucre caché. Oui. Donc, on doit lire attentivement la composition de chaque produit quand on achète, c'est-à-dire d'un côté. D'autre côté, par rapport aux cosmétiques aussi.
quand il s'agit des produits cosmétiques qu'on utilise, on doit faire attention à la composition chimique, connaître le pH. Donc, pour éviter les répercussions et des effets indésirables par la Très suite, bien. et connaître à quoi on est allergique, c'est-à-dire les produits allergisants, soit même les produits d'entretien, d'importation ou de fabrication locale, d'un côté. Et en termes de prévention, de médicaments, le meilleur médicament, c'est bien une alimentation équilibrée et saine, c'est-à-dire avoir toujours des légumes et des fruits dans son assiette et de diminuer à partir de la quarantaine tout ce qui est produits carnés, c'est-à-dire les viandes, surtout principalement les viandes rouges et les viandes blanches, pas toutes, au moins de diminuer au maximum, au moins une fois à 2 fois, au maximum consommer 2 fois par semaine. Parce que justement, au mois de jeûne, imaginez, quelqu'un, il a un régime pratiquement hypoprotéiné sur le plan protéines animales. Et du jour au lendemain, il va solliciter ses reins avec des quantités de viande rouge principalement énormes, d'un côté. De l'autre côté, son pancréas, on le sollicite avec des quantités de sucre inimaginables. C'est-à-dire, du jour au lendemain, la personne prend des quantités de sucre transformées en plus de ça, énorme, donc le corps très difficile pour réguler tout ça. Tout à fait. Et le gras, Bien surtout sûr. le gras qui est brûlé, c'est-à-dire qui a subi un traitement thermique. Merci beaucoup. Effectivement, donc ça a été trop. Il y a beaucoup d'informations qui ont été données, beaucoup de détails. C'est vraiment exceptionnel, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Dr Eid Saïd, pour votre présence, pour toutes ces explications, pour toutes ces données, toutes ces informations et surtout de la prévention. Et on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez.